c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Vince. Bienvenue sur Wrestles Radio, on est en direct pour vous parler de Extreme Rules 2016. On espère que vous avez passé une bonne journée. Donc si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous n'écoutez pas le Before de Catch au quotidien et vous avez fait le bon choix. Pour parler de Extreme Rules ce soir, il a le bras long, oui, comme la muraille de Chine. C'est Rubenito. Bonsoir Rubenito. Ah oui, c'est vrai, j'ai le bras long et bon petit tacle à catch au quotidien que l'on emmerde profondément. On les aime pas trop, mais c'est Bonsoir pas à tous en tout cas. Voilà, bonsoir Rubenito. Sa maman lui prépare tous les matins son bol de booty house. C'est Pierrot. Salut Pierrot. Oh yeah, we are in live. Ouais, un petit bol de booty-o, ça fait toujours plaisir. En tout cas, Booty-O's! They make sure you ain't booty! C'est la pire intro du siècle, mais c'est pas grave. oh l'autre, tout ça parce qu'il l'anime pas ce soir, quoi. Non, pas du tout, c'est très bien, c'est très bien. Avant de revenir sur Extreme Rules, je vais vous rappeler qu'on est en direct et vous pouvez réagir évidemment sur le chat que vous propose YouTube ou également sur Twitter avec le hashtag WRLive. Bon, vous pouvez aussi commenter sur Facebook, mais comme c'est moins dans le direct, on n'est pas sûr de vous citer alors que forcément sur YouTube et Twitter c'est plus facile à checker. Donc pour parler de Extreme Rules qui a eu lieu hier, ce dimanche 22 mai 2016, c'était, si je ne me trompe pas, au Prudential Center de Newark dans le New Jersey, avec plus de 15 000 personnes dans la salle. Un ressenti global sur le show sans trop en dire, messieurs, on va commencer par Pierrot. Oh, dans la lignée de Payback, vraiment, avec deux matchs vraiment très bons et le reste bien mais pas top. Voilà. Et toi, Roro? J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que pour moi, c'était même un petit peu en dessous de Payback. Payback, il y avait un peu plus de matchs, enfin, c'était un peu plus linéaire comme qualité. Là, il y avait vraiment des très hauts moments et des très bas moments. Trop de bas moments, en tout cas. Eh ben, on va pas commencer par un moment faible, mais par un moment fort avec le four-way pour le titre intercontinental qui opposait The Miz, le champion, à Kevin Owens, Sami Zayn et Cesaro, trois fétiches de l'internet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je crois que tu as quelque chose à dire d'assez long dessus, Roro. Alors moi j'ai un truc important à dire. J'espère que les gens vont comprendre ce que je dis. J'espère que François Hollande t'écoute, hein, parce que si c'est Ouais, parce que important, des fois j'ai du mal à exprimer mes pensées. Mais là en tout cas voilà, je voulais faire un gros big up aux Miz qui je trouve dans ce match était entre guillemets le maillon faible supposé sur le papier avant le match. Et je trouve que sa qualité première d'opportuniste et de mec, je sais pas comment dire, de mec un petit peu en dessous, qui se cache et qui a peur de tout le monde et qui intervient de temps en temps. Je trouve qu'il a bien mis de côté là et il a participé à beaucoup de spots. Et j'ai vraiment adoré la prestation du Miz. J'occulte pas le fait que sur les 4 catcheurs, pour moi, c'est le moins technique des 4. Pour moi, le taulier du match, ça reste Cesaro qui a géré le temps. J'ai l'impression qu'il était le David Pujadas au milieu de Marine Le Pen, Sarkozy et Hollande, quoi. Il a géré le temps de parole des trois, tu vois. C'est lui qui dit. Enfin, j'avais l'impression que c'est lui qui plaçait tout le monde. Tu vois que le mec, c'est le méga taulier dans un ring. Mais voilà, la prestation du Miz, pour moi, elle a souligné pour deux choses. Le fait qu'il conserve, alors que c'est vraiment inattendu. Moi, en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il conserve. Et le fait qu'il participe à beaucoup de spots et qu'il ait l'air un petit peu plus brutal que d'habitude. Et ça, c'était vraiment assez kiffant dans ce match-là. Après, le match, il commence, mais d'une manière incroyable, avec ce fameux coup de pied dans le coin de Sami Zayn qui court sur Kevin Owens. Enfin, je sais pas ce que t'as pensé du début, Pierre, mais moi, j'étais comme un fou, quoi. J'étais sur le cul d'entrée. Ils arrivent à virer Miz avec un méga uppercut et un gros coup de pied sur Kevin Owens. Ils virent les deux. Et C'est ça, car Zayn se retrouve en one-on-one et tu te dis, ah, là, il y a quelque chose, il y a un match important, quoi. c'est clair. Je suis tout à fait d'accord et surtout, enfin, le Helluva Kick surtout qui surprend bien, quoi. C'est d'un coup là, le truc, ça vient à peine de sonner et blam, quoi, ça pète directement. Le match était vraiment excellent. Je pense que ça fera partie des plus Pour gros moi, de c'est le l'année. meilleur match depuis le début de l'année. Hein. Ah ouais, Pour non moi. mec.
clair et net, je pense que le seul point où je vais un petit peu enculer les mouches, quoi, c'est la Super Power Bomb, la 4, qui devient un cliché monstrueux de ce genre de match et qui m'énerve un petit peu. Tu vois, c'est dès que je la Alors, vois, je je suis fais. d'accord parce qu'on en avait parlé la dernière fois, sauf que 2 secondes après, il te sort un truc avec une German souplex, avec une T-bone souplex, je crois, Ouais, ouais, ouais. mélangée, et du coup, tu dis, bon, allez, le spot à 4 il passe parce que celui de 3 il est beau, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est juste que, enfin, vraiment, ce spot-là, je Après, trouve. je pense que maintenant, c'est un passage obligé. Ils essayent de trouver des trucs à chaque fois, mais ça reste un passage obligé, quoi. Ouais, ça fait toujours réagir le public Enfin, et pour c'est moi, toujours hein. ça qui est positif. Et sinon, ouais, je te rejoins totalement sur le mise, sur son rôle dans le match, etc. De toute façon, je trouve que c'est lui qui bénéficie le plus de cette rivalité parce qu'il est avec trois mecs qui sont excellents sur le ring, avec Kevin Owens qui est excellent au micro et qui du coup peut pas mal rivaliser avec lui. Et du coup, ben, il nage super bien dans cette rivalité et le fait qu'il reste champion, du coup, ça lui permet de continuer d'être dans le programme avec ces mecs-là. Je pense que au final, il va sortir du programme. Je pense qu'il va se retirer de la title picture et etc. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, il aura fait un boulot de ouf au niveau de la transition et c'est à souligner. Et je trouve aussi que Sami Zayn, tu vois, t'as Cesaro en taulier du match, mais Sami Zayn, il a beaucoup plus assuré que le reste, je pense. Et surtout au niveau de l'intensité qu'il y a mis, je trouve que c'était Ouais, vraiment ouais, non, je suis assez qui d'accord. était un gros gros Après, moi, j'ai un petit tacle à mettre, parce que tu parles de Sami Zayn, j'ai un petit tacle à mettre à la WWE, qui est en pleine pop, lors de son entrée, en fait. Au moment où le public s'est mis à chanter son thème et que ça prenait vraiment, qu'il faisait les signes de l'oreille, genre je vous entends pas et ça montait, ils ont envoyé l'entrée du Miz, du coup ça a tout coupé, alors que franchement le public il était bien chaud. Moi j'aimais pas du tout, on en avait parlé lors d'un thème de NXT il y a peut-être 1 an et demi, j'aimais pas du tout le thème de Sami Zayn et là maintenant je trouve qu'il est bien parce qu'il est facile à reprendre pour le public et du coup c'est un des seuls thèmes avec Suck Sina Suck qui est repris par le public aujourd'hui quoi et Fandango il y a que 3 thèmes en fait que le public chante et je trouve que c'est cool quoi. ouais, et c'est le seul où c'est pour les bonnes raisons, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, C'est vrai, c'est vrai. ouais. Après ouais pour moi il y a quand même 2 choses dans le match qui sortent du lot, c'est la puissance dégagée par Cesaro, franchement c'était assez impressionnant. Et il dégage une puissance, ce mec. C'est pas le plus costaud physiquement, enfin à vue d'œil, mais de la WWE. Mais pour moi, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le gars le plus puissant et puis c'est tellement propre tout ce qu'il fait. Et la deuxième chose, c'est Kevin Owens. Moi, là, je trouve qu'il était un petit peu en dessous de ce qu'il propose d'habitude. Bah en fait, il a été sous-exposé dans le match, quoi. Euh, Enfin, j'ai l'impression qu'ils essayent tellement de placer une rivalité Sami Zayn, Kevin Owens, que du coup Owens il était plus occupé par sa relation avec Zayn que son match en lui-même quoi. Et bon c'était un peu gênant pour Kevin Owens parce que moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui qui reparte avec la ceinture. Mais moi du coup je pense qu'on se dirige vers un split quoi. Il va y avoir un Kevin Owens Zayn et d'un côté et Cesaro mise de l'autre pour moi. Ouais, tu penses que ça va Ouais, après c'est ce que repartir je sur la pense. séparation des Ouais, rivalités, du coup. ouais, comme ça Cesaro va reprendre le titre et puis ça va avancer comme ça je pense. Ok. Bon, pour moi, des 4, celui qu'on a le plus besoin, c'est Cesaro parce que la rivalité éventuelle Sami Zayn Owens, elle donnera de l'intérêt au public sans que, enfin, Ouais, tu ça n'a vois, pas besoin, ça n'a pas besoin. enfin, il n'y a pas besoin du titre pour que la rivalité elle soit intéressante, quoi, pour moi. Je vais rebondir sur un dernier point, je pense. Moi, j'ai plus grand-chose à dire sur le match. Juste sur celui où tu disais que Cesaro était le plus puissant. Faut savoir que c'est le seul à pouvoir suivre John Cena dans ses séances physiques. Au moment où Cena n'était pas blessé, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, vu qu'il revient de blessure et qu'il n'est pas tout à fait à 100%. Mais quand Cena était vraiment au top de sa forme, Cesaro, c'était le seul à le pouvoir suivre dans ses séances de muscu, quoi. Donc, enfin, c'est dire on va dire, de la capacité du gars à avoir de l'endurance et parce que John Cena de ce côté-là est très très fort, quoi. Donc voilà. Mais sinon, je te suis, gros match et grosse performance de Cesaro qui a besoin du titre, qui en aurait bien besoin. Après, sur le chat de YouTube, il y a Stéphane Alves qui nous dit que c'est le meilleur match de la soirée pour lui.
Et il y a Steve Prevost qui nous dit, lui, en parlant du Miz, sa gimmick d'opportuniste tombée au poil face aux autres, ça élevait encore plus le niveau. Et Brock Kick qui lui nous dit, c'était le match de la soirée, voire de l'année. Donc ils sont un peu tous de notre avis. Et on encourage la WWE, s'ils nous écoutent, à continuer sur ce chemin-là. N'est-ce pas? Vous êtes très en forme ce soir, messieurs. J'ai même pas besoin de vous relancer pour vous faire parler de Cesaro ou du Miz. C'est très bien, très bien. T'as deux anciens animateurs là aussi, hein. Ouais, voilà. Ouais, ça va fuser ce soir. D'ailleurs, John Cena sera de retour à Raw la semaine prochaine. Alors peut-être pas en action, mais en tout cas, il sera présent pour un segment et on verra de quoi sera fait le futur du champ. Surtout avec la thématique de la nouvelle ère, quoi. Je pense que ça va être le plus intéressant de voir John Cena s'intégrer à ça, quoi. Peut-être on aura de nouvelles confrontations comme ça a été le cas quand il était champion des États-Unis où il affrontait Neville, Zayn ou d'autres. On verra bien. Donc on va passer à un autre match. On va passer au match de féminin pour le titre de championne de la WWE, un match de soumission. Ric Flair était banni des abords du ring. Ça n'a pas empêché Charlotte de gagner le match avec une intervention de Brooke, la nouvelle arrivée à Raw. Donc Charlotte qui a battu Natalya en 9 minutes 30. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Moi j'ai trouvé que ça ressemblait assez au niveau qualitatif, au niveau de la qualité au match de Payback. Donc j'ai lancé Pierrot d'abord. Ouais, je suis vachement déçu de cette rivalité. J'en ai marre un petit peu de voir deux talents comme ça se gâcher par des finishes totalement pourris. Le coup de quelqu'un qui arrive déguisé en Ric Flair, et au final c'est Dana Brooke, et voilà. Enfin, tout cet enchaînement, rien que de le dire, tu t'emmerdes. Et le pire, c'est que avant ça, je sais pas si c'est parce qu'elles savent la fin du match et qu'elles sont contre, je sais pas si c'est parce qu'elles se sentent pas bien en ce moment, ou si on va dire l'affinité qu'elles avaient in ring à la NXT ne passe plus maintenant. Mais le match en lui-même, il est toujours très dur à se lancer. Elles essayent des trucs techniques et à chaque fois ça marche pas trop. Ils ont beaucoup forcé bien sûr sur l'aspect submission du match et c'est normal. Mais en même temps, du coup, ça manquait de liant, ça manquait de rythme, alors que ça aurait vraiment dû être plus rapide que ça, plus intense. Je sais pas ce qui manque. Voilà, c'est deux catcheuses vraiment très bonnes qui normalement ont une bonne affinité ensemble. Et là, sur les deux matchs, ça passe pas. Donc, c'est un mystère, mais bon. C'est le quatrième match d'ailleurs entre elles en pay-per-view. Il y a eu le premier match à NXT dans un takeover. Elles s'étaient affrontées à Roadblock avant WrestleMania et là les deux matchs. Ouais. D'ailleurs, le match à Roadblock, il était fantastique. Enfin, le match à Roadblock, il était vraiment très très bon, quoi. Il était peut-être pas du niveau de takeover, mais il était vraiment bon, quoi. Peut-être un match avec moins d'exposition, du coup. Moins de pression. Non, moi je pense que c'est juste le booking qui fait que le booking, on va dire sur le long terme, avec l'histoire avec Ric Flair et du coup maintenant avec les McMahon, qui fait que ça gâche un petit peu les matchs, quoi, parce que du coup en fait l'histoire autour de cette rivalité, elle est plus sur Ric Flair que sur les deux catcheuses. Donc je trouve que la WWE retombe un petit peu dans le travers de l'époque des divas, en ajoutant un ingrédient que forcément il n'y a pas besoin quand t'as deux catcheuses comme ça dans le ring, de lutteuses de ce niveau-là technique. T'as pas besoin d'ajouter la carte Ric Flair, quoi. Le mec il est là, bon tant mieux, un accompagnateur, c'est toujours bien de le voir, mais pour moi il a pas besoin d'être là dans la rivalité. Après le match en lui-même, franchement, c'est d'une tristesse absolue, quoi. À la fin, elle est triste. Bon, la seule surprise, c'est que ça soit Dana Brooke qui soit déguisée en Ric Flair. Moi, je m'attendais à l'arbitre qui avait screw de Natalia. Je m'attendais vraiment à ça quand j'ai vu un mec arriver. Mais là, je trouvais que c'était d'une tristesse absolue. Après, bon, le fait que ça soit Dana Brooke, c'était un petit peu surprenant, mais bon. Je sais pas, il y a pas de quoi fouetter un chat dans ce match-là. Je sais pas, j'ai l'impression que Dana Brooke, ils l'ont vu, ils ont vu que Emma était blessée, ils ont dit bon qu'est-ce qu'on fait d'elle et ils ont trouvé cette idée à la con. Enfin, j'ai l'impression que tous les pires bookers de la WWE se concentrent sur la section féminine en pensant qu'ils deviennent les nouveaux, en pensant qu'ils les relancent, tu vois. Et je pense que c'est les mêmes bookers de l'histoire du GM anonyme d'Euro, peut-être avec Antoine, ça doit être les mêmes. C'est Kevin Nash qui est derrière tout ça. Mais sinon voilà quoi, c'est vraiment ça,
décevant du début à la fin. Et je voulais revenir sur l'implication de Ric Flair. Le pire dans tout ça, c'est que Ric Flair était supposé être banni du ring. Et ils fondent la fin du match sur le fait que Natalia pense que c'est Ric Flair. Donc, et que du coup, elle se déclare victorieuse un peu en avant, quoi. Et c'est pas normal, d'un côté. Elle est un peu stupide sur ce coup-là. Et, Bah ouais, un peu. enfin, ça rend pas hommage vraiment au catcheur sur le ring que de faire ça, que de faire un booking un peu, allez, à la WCW, quoi, à la Vince Russo. Et c'est vraiment chiant, quoi. Je suis assez d'accord, hein. Mais les gens, de toute façon, sur le chat de YouTube, pardon, ils sont d'accord avec nous, puisque Stéphane Alves, il dit qu'il n'a jamais aimé les matchs de soumission. Ben, celui-ci, ça lui a pas fait changer d'avis. Et il y a Kino Lino qui dit que ce match était une purge. J'ai tout à fait d'accord, ça manquait de rythme. Donc voilà, on va pas tuer notre podcast en continuant à parler de ça, on va avancer, non? Ouais, je pense. Moi, ce qui m'a plus gêné, enfin, c'est pour conclure ce débat sur le match féminin, c'est que on dit que, enfin, Charlotte dit ouais, mon père, il est trop connu, c'est Ric Flair, et Natalia répond bah mon oncle il est trop connu, mais il y a aussi son père, Jim Neidhart, et il n'a jamais été mentionné dans la rivalité, quoi. C'est un peu gênant, je trouve, mais bon. On va passer à la suite. C'est triste. Ça doit Ouais. te faire mal de voir Ric Flair impliqué dans tout ça, Vincent. Oui, ça me fait mal à mon Ric T'as Flair. mal à ton Ric Flair? Ouais. Comprendront ceux qui pourront. On va passer à la suite avec peut-être le match pour les titres par équipe entre le New Day et les Vaudevillains. C'est un match qui n'a pas duré très longtemps, 6 minutes 20, et les New Day sont ressortis vainqueurs et toujours champions. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va commencer par Rubenito. Moi, bah, il n'y a pas grand-chose à en penser parce qu'il a pas duré assez longtemps pour avoir une pensée intéressante sur ce match. Je pense juste que la blessure de Enzo Amore au match précédent a peut-être précipité les Vaudevillains dans la course au titre, mais pour moi, je pense pas que c'était ce qui était prévu et que du coup, bah, ils ont vite fait bâcler ça pour passer à autre chose assez rapidement. Le match, il est classique, construction classique, les faces qui dominent le début de match, les heels qui reprennent un peu le dessus. Et une petite tricherie de Kofi avec la distraction de l'arbitre fait que les New Day l'emportent. Moi, j'étais quand même vachement surpris que ça soit Xavier Woods qui participe au match et Kofi en dehors, parce que généralement en pay-per-view, c'est la team, c'est plutôt sans Xavier Woods pour moi. Et là, du coup, enfin, je sais pas, du coup, ouais, je sais pas. J'ai pas trop accroché ce match-là. Bon, l'entrée des New Day est toujours sympa. Après, il y a rien d'exceptionnel à dire selon moi. Ouais, enfin, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense surtout que ça prouve qu'il n'y avait pas un programme préparé avec les Vaudevillains. Que globalement, c'est la blessure d'Enzo Amore qui a un peu niqué le tout. Je pense qu'il y avait un programme un peu face contre face qui se préparait et qui allait être surtout dans le trash talk, les deux équipes étant très très fortes au niveau des segments micro. Après, il reste que le New Day, c'est tellement au-dessus du reste de la division tag team en termes de popularité que va falloir attendre le retour de Soft pour vraiment avoir une confrontation. Mais en attendant, ils font le boulot. Il peut y avoir un truc intéressant avec le club dans l'avenir. Ah ouais, non, mais oui. Contre 3, il y a quelque chose à faire quand même. Pour l'instant, il y a enfin, c'est mis de côté. Enfin, je sais pas maintenant qu'ils vont plus être dans Non, mais l'horizon tu de la disais que dans la division tag team, il n'y avait pas grand-chose, mais rien non, qu'avec cette équipe-là, il y a de quoi reconstruire un truc assez sympa. Alors, je vais reprendre ma phrase. Il n'y a pas grand-chose pour rivaliser avec le New Day enfin, sur les titres. Tu vois, enfin, le club pour l'instant, ils étaient occupés avec le titre WWE, à être autour de AJ Styles. Maintenant, c'est sûr qu'ils peuvent rentrer en ligne. Il y a beaucoup d'équipes, mais les seuls à émerger pour l'instant, c'est Soft, New Day et dans une moindre mesure pour l'instant le club. Ça va venir. Il y a toujours les Usos qui peuvent revenir de nulle part. Il y a toujours enfin des trucs comme ça. Mais vraiment, t'as le New Day qui est tellement au-dessus que ce résultat, il est très logique. Surtout que les Vaudevillains, les pauvres, ça marche pas quoi. Ça marche vraiment pas. Déjà que ça marchait pas trop à NXT, là ça marche pas du tout quoi. Moi, je pense que, enfin, vous savez, sur le chat, il y a Stéphane Prévost, lui, qui pense que les Vaudevillains, ils sont assez intéressants et que l'enchaînement des belly suplex de Biggie a donné un coup de fouet au match qui en manquait un peu. Et il y a Stéphane Alves qui dit que les New Day restent un peu heal grâce à leur victoire un peu volée avec Kofi.
Ouais, non, ça fait partie de leur personnage, quoi. Ça a toujours été ça, hein, de Ouais, jouer à 3 contre 2, c'est leur truc, hein. ouais, ils sont toujours face, hein, je pense. Tu sais, on est arrivé à un stade où le New Day est populaire et puis c'est tout, quoi. C'est pas vraiment une attitude, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment définis par le standard face wheel. C'est plutôt des mecs qui sont Tu là veux dire avec comme une... Roman Reigns? Oui. Euh, mais enfin, globalement, tu vois, c'est toujours des mecs qui font des blagues, qui ont toujours leur attitude propre à eux et qui, du coup, enfin, c'est pour ça que s'ils avaient mis soft face à eux, il y aurait eu aucun problème, il n'y aurait pas eu de confrontation face-face un peu bête, parce que ben, de toute façon, les deux sont forts en segment micro et ils auraient trouvé un moyen de se trouver des antagonismes, en fait. Du coup, ça va, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Moi, j'attends. Enfin, après, Vince, on n'a pas du tout parlé du pré-show, mais dans le pré-show, c'est vrai qu'on a eu Big Cass qui a pris le dessus sur les Dudley Boys. Et je pense que Big Cass, il profite quand même bien de l'absence de Enzo parce qu'il arrive à se créer un petit truc en solo qui est assez cool pour lui. Et j'ai peur qu'au retour de Enzo, il lui serve de valet quoi finalement à Big Cass. Et ça me fait un petit peu peur pour Enzo parce que je l'aime bien, hein. Ouais. Je pense que ça risque pas d'arriver, hein. Ouais, Enfin, je je sais sais pas ce pas. qu'en pense Vincent, mais vu comment il est au micro, Enzo Amore, Mais il justement, peut c'est prendre ça, le dessus, ouais. c'est ça. Non, mais c'est ça. Au micro, Enzo va faire les rivalités, Big Cass va faire les matchs. Quoi. J'ai peur que ça devienne ça. Ça a toujours été comme ça, l'équipe soft. Il y a toujours eu l'élément fort Big Cass avec Enzo Amore qui était plus là pour aller chercher au micro les adversaires plutôt qu'avoir une réelle présence dans le ring. Je pense pas qu'il y aura forcément la continuation du push solo de Big Cass. Et d'ailleurs, comme on parlait du match par équipe, je voulais vous faire parler du match entre les Usos et le club. Est-ce qu'en fait on attend encore les matchs des Usos en pay-per-view? Parce qu'il y a une époque, quand il y a eu les matchs Usos contre la Wyatt Family ou même d'autres matchs, on attendait un petit peu les matchs des Usos en pay-per-view parce qu'on savait que ça allait voler le show. Là, ils savent plus d'accompagnateurs à Roman Reigns. Et est-ce que finalement, en fait, ils n'ont pas, enfin, depuis la blessure de, je ne sais plus si c'est Jimmy ou Jay, je crois que c'est Jay, est-ce qu'ils n'ont pas perdu de leur superbe Roro? Moi, pour moi, non, parce que bah du coup, ça mène la transition au match contre le club. Je pense que c'est, enfin, en tout cas, dans les matchs par équipe, c'est le meilleur de la soirée. Il y en a eu deux, ça va deux. Pour moi, il est meilleur que le New Day et votre Villains, qui sont des équipes qui sont plus rodées, en tout cas. Enfin, qui sont pas plus rodés, je veux dire, mais qui ont plus l'habitude de s'affronter, peut-être en tout cas qui se connaissent depuis un peu plus longtemps, alors que le club vient d'arriver. Non, non, moi pour moi le Ouzo, là les Ouzo ils ont un beau petit rebond puisqu'ils font les main events de Raw. Là ils participent encore au main event d'Extreme Rules, même s'ils sont dans l'opener. Non, moi pour moi ils ont quand même une belle exposition, je trouve. Puis dans le ring c'est toujours assez cool, hein, franchement. C'est toujours assez cool dans le ring. Ouais, je vois pas de problème au Ouzo. Là, le match, l'opener, il était très très bon, je trouve. Je découvre un petit peu Carl Anderson que je connaissais pas trop. Et, et c'est bizarre parce qu'il a l'air d'un nain à côté de Luke Gallows, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Le mec est assez intense et assez puissant. Moi, j'aime bien Carl Anderson. Je trouve que, enfin, Luke Gallows, je suis moins fan, hein. Pour un big man, il est quand même agile et tout, mais je suis moins fan. Mais Carl Anderson, c'est assez solide, je trouve. Ouais, moi, les Usos, j'ai l'impression qu'ils se prennent un petit peu toute la hate de Roman Reigns dans la gueule et qui, enfin, ils étaient un peu là au mauvais moment, quoi. Ouais, ça m'a fait de la peine ça, tu vois, qu'il se fasse huer dès qu'il prenait le dessus sur le club. Je trouvais que c'était un peu trop transformer la haine de Roman Reigns sur le match des Usos parce que les Ça Usos fait ils partie de ont la rivalité. Quelque part, c'est ouais, inhérent au fait que ben Raw c'est déjà le cas et bon bah le match sinon je te suis il est très bon. En tout cas en opener il est vraiment très sympa et il ouvre très bien le show. Moi j'aime beaucoup Luke Gallows, Karl Anderson aussi. Le duo, je trouve que en équipe, il est vraiment terrible. Il va vraiment apporter quelque chose au niveau de l'impact parce que c'est deux catcheurs qui sont forcément à forte influence japonaise et depuis qu'ils sont passés à la NJPW. Et du coup, forcément, ils amènent un côté très stiff
dans le ring. Rien que leur finisher ou leurs moves principaux, c'est très basé sur les jambes, sur les pieds, etc. Et du coup, c'est beaucoup de kicks. C'est quelque chose qui est beaucoup plus violent que le catch américain traditionnel que peut apporter les Usos ou d'autres équipes comme ça. Du coup, ouais, ça a donné une autre proportion de match et surtout le fait que ce soit Tornado, en fait, ça a permis de foutre un bordel constant Ah, et mais moi, je pense que tous les et matchs prendre le devraient être rythme. tornado, en fait. Ouais, ça c'est. C'est un truc de fou, ça amène quelque chose de génial, je trouve, le tornado. Et en même temps, les garder rares, justement, ça garde un peu cet aspect d'aspect précieux au match et ça les rend vraiment extraordinaires. Et du coup, bah, ça fait que bah, la section tag team, dans ces moments-là, elle est un peu plus spéciale, quoi. Par contre, le seul reproche que j'aurais à dire, c'est que la WWE a pas annoncé que c'était un match sans disqualification et que au final, ça l'est. C'est Michael Cole qui l'annonce en commentaire. Soit j'ai loupé quelque chose, ce qui pourrait arriver, mais voilà quoi. J'ai eu l'impression d'être un peu pris de court. C'est genre d'un coup, vu que Karl Anderson va chercher la cloche du timekeeper, ah bah ça y est, au fait, le match c'est un match sans disqualification. Oups, désolé, sorry. Voilà quoi. C'est un peu bizarre à ce moment-là, mais sinon pour le reste, Je voilà. sais pas lequel des trois commentateurs tu imitais, mais ça pique, hein. Non, non, c'était une imitation de voix de mec qui t'entube un peu quoi. Je me, je me Ok, trompe, salut. je me trompe peut-être, mais il me semble que Texas Tornado, c'est automatiquement en nous. Ouais, c'est ce qui Bah me en fait, semblait aussi, là. j'ai pas compris si c'était un Texas Tornado ou si c'était simplement un Tornado Tag Team match en fait. Et du coup, ouais, c'est vrai que Texas, ça serait peut-être avec disqualification, ce serait peut-être ça la nuance. Bah, écoute, Pierre, Ouais, on va sur une partie de WWE 2K prochainement et on verra si c'est un match de disqualification. ça roule. Ça roule. L'instant promo dont ils n'ont absolument pas besoin. Effectivement. Par contre, quelqu'un qui a besoin peut-être un petit peu de promo, c'est Chris Jericho qui va bientôt repartir en tournée avec Fozzy. On va parler de son Asylum match contre Dean Ambrose. Bon, la WWE a sûrement regardé d'anciens pay-per-view de la TNA parce que ça ressemble quand même assez au Little Lockdown, la cage, mais c'est pas trop grave. Toi qui aimes beaucoup la TNA, Benito, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Alors, bah moi, du coup, je connaissais pas ces matchs-là parce que je regarde pas la TNA. Alors, il est très paradoxal ce match parce qu'il y a des super spots, des très bonnes idées. Par moments, surtout au début, c'est presque du comedy wrestling. Quand Dean Ambrose attrape des objets, tu vois qu'il rigole. Enfin, il essuie la gueule de Chris Jericho avec une serpillière. Enfin, il y a des trucs qui sont assez marrants. Et d'un autre côté, entre chaque spot, le temps de placer les trucs et tout, c'est mou que ça en peut plus. Alors je pense que ces deux mecs-là, ils sont pas faits pour s'affronter, selon moi. Outre le fait que ça reste pour moi deux énormes lutteurs. Enfin, ça reste deux mecs, enfin que t'as envie de voir quoi. Quand tu regardes un pay-per-view ou quand tu regardes WWE, t'as envie de les voir. Mais enfin, je sais pas, j'ai du mal à les voir ensemble, en fait. En gros, je les aime bien séparément, mais ensemble, je trouve qu'ils ont pas une alchimie terrible. Après, le match en lui-même, ouais, voilà. Enfin, il y a Pierre qui donnera son avis sur l'utilisation du morceau de bois avec le barbelé, qui est cool. Voilà, quoi. Me provoque pas, s'il te plaît. Euh, Ouais, non, non, voilà. Après, je sais pas, j'ai du mal à en parler de ce match parce qu'il y a plein de spots que j'ai bien aimés, notamment le finish qui est pas mal et tout. Il y a des trucs sympas à voir dedans. Les punaises, c'est plutôt une surprise. Et j'ai pas souvenir je sais pas comment dire, j'ai pas souvenir dans la carrière de Chris Jericho d'un match, enfin, en tout cas récemment, pas dans la carrière, mais on va dire sur les 5 6 dernières années, d'un match où il a pris aussi cher, quoi, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas surtout, comment l'expliquer. surtout, il a beaucoup. Il est pas grand fan de l'extrême et du sang, Chris Jericho à la base. Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, bah, c'est un mec qui est plutôt, qui a fait une partie de sa carrière au Japon aussi, et du coup, qui est plutôt dans un catch plus technique. Mais là, c'est rigolo parce que il jouait super bien, je trouve, Chris Jericho. Dans le point positif du match, c'est vraiment que, enfin, sur le fait qu'il voulait absolument sortir de là et que, enfin, il était emprisonné avec un fou. Je trouve que niveau du jeu d'acteur entre guillemets, il le faisait très très bien.
Pour Oui, par oui, contre, l'acting était bon. Quand il a sorti les punaises, la tronche que fait Jericho, elle est genre, assez mythique, quoi. genre, oh bordel. C'est, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là, ouais. Mais, enfin, et puis, ben, l'utilisation des punaises, c'est très intelligent dans le sens où, en fait, ils ont mis quand même une serpillière pour faire distraction du seau rouge, pour faire distraction du sac noir, pour faire distraction des punaises. Enfin, je trouve que tout ça était très bien amené, que au Oui, mais final. en gros, tu comprends que dans le truc, c'est Ambrose qui a mis Ouais, voilà. ça à l'intérieur. Ouais, Voilà. voilà, c'est une diversion et du coup, c'est super bien. Ça fait un côté un peu calculateur de Dean Ambrose qui est cool parce que d'habitude c'est un bourrin. Et là, tu vois que le mec, il avait pensé à un truc, quoi. C'est assez Ouais. rare de lui. Même, tu vois, genre, même, on peut reprendre ça sur le nunchaku, quoi. C'est l'utilisation du nunchaku, c'est genre le mec il va chercher, l'autre il se ramène avec le truc barbelé, avec la planche enroulée de fil barbelé et qui fait qu'est-ce que tu vas faire? Et là d'un coup t'as Dean Ambrose qui montre quelques petits moves à la con avec le nunchaku, genre ça y est, je sais l'utiliser. Je suis un maître du kung-fu. Enfin voilà, quoi. C'est un peu Oh, non, mais t'avais une... connerie dans le Non, genre. dans l'acting, c'était bien. Je pense qu'ils Mais ont voulu amener justement le match là-dessus, sur le fait que Jericho, qui est le mec hyper propre, hyper clean, il se retrouvait face à un mec complètement taré dans le ring. Mais voilà, quoi. Mais derrière, ouais, pour reprendre les problèmes, les gros problèmes de ce match, c'est qu'il y a eu un gros manque de rythme. Les mecs, ils ont aucune synergie entre eux deux. Ça s'était déjà vu à Payback, ça s'est revu ici à Extreme Rules. Malgré tout, je pense que l'aspect extrême a sauvé le match, que l'utilisation des punaises et des spots a vraiment ramassé ce qui restait de potentiel à ce match. Et enfin, pendant un moment, j'ai eu peur qu'elles soient jamais utilisées, ces punaises. Je les ai vues étaler, je les ai vues jouer avec le feu, et Ouais, je me suis dit, ouais. ils vont faire comme avec les trucs de barbelé avec Brock Lesnar, ils vont pas le faire. Et finalement, ils l'ont fait, et ça a salué, entre guillemets, même. Enfin, je suis pas comment dire, un partisan du extrême pour l'extrême, mais enfin, c'est toujours cool de voir que dans un match qui est censé être extrême, il y a de l'enjeu physique. Et du coup, là, ça en remettait. Du coup, c'est ça qui est vraiment cool. Je pense que globalement, un match qui est censé être extrême doit comporter un spot qui implique vraiment un risque physique parce que ben c'est inhérent au concept et comme ça remet vraiment les enjeux à leur place, quoi. Du Ouais. coup, là, On c'était peut très bien voir que fait. Pierre a appris le mot inhérent ce week-end. Ça fait 3 fois qu'il le place. Ah, désolé, c'est pas de ma faute. Bah écoute, je vais te sortir le dictionnaire de la langue française, y a pas de souci. Mais voilà. Non, c'est. Non, après l'utilisation de la planche en bois avec le barbelé, franchement, Mick Foley doit se retourner dans sa tombe, le Ouais, pauvre. c'est ça, Enfin, quoi. il n'est pas vraiment encore mort, mais bon, c'est pas loin. On aurait dit des petites caresses. C'est tiens, allez. Ouais, Oh. c'était d'une tristesse absolue, quoi. C'est un peu comme dans les Dans le cassos. ventre, hein, surtout. Je sais pas si Dans toutes quelqu'un, les parties couvertes, voilà. je sais pas si quelqu'un regarde les cassos, mais on aurait dit qu'il faisait ton nom est puanteur. Enfin, qu'il faisait une parodie de Game of Thrones un peu comme ça. Enfin ouais, désolé, c'était un instant, je sors ma référence à la con. Bref. Enfin, voilà. Sinon, pour citer les gens du chat, il y a Steve Pruvost, du coup, je me trompe pas cette fois, qui dit que ce match était mou, c'était mou cet Asylum match. Bon, on se regarde, on fait quoi maintenant? J'attends, je vais chercher ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'il y avait un petit côté comme ça. L'analyse, c'est que c'était long comme match féminin, il a presque zappé, il y a que les punaises qui étaient cool. Et Kino Lino qui dit que on était bien loin malheureusement d'un match éventuel entre Terry Funk et Sabu de l'époque de la ICW, mais effectivement on était très loin. On repasse la main à l'animateur en cas, non? Ben, je crois, oui. Et je suis pas sûr si je suis l'animateur ce soir avec vous deux. C'est tricky d'en Ah ouais, t'as pris les deux moulins à parole. Ouais. Et Effectivement. Rubenito qui se plaint de moi, mais enfin c'est lui qui parle le plus là ce soir. Hein. Ah, pour une fois que j'ai vu le show, je peux en parler. Oui, oui, La 16 radio, la bande d'escrocs. c'est clair. Ouais. Non, Faut savoir qu'en coulisses, il m'appelle Escro Benito, il m'appelle. Escrobar. Escrobar. Parce que tu as le physique Ouais. de l'acteur Enfin, bref. de Narcos. Et je voulais demander, est-ce que c'est un escroc, Baron Corbin, qui a gagné contre Dolph Ziggler dans le pré-show? Parce que Alors, bon, il faut quand même en parler, c'est le pré-show, ok, c'est un match sans Je disqualification. l'ai pas vu le pré-show, moi, je suis désolé.
Est-ce que Eh Pierrot l'a vu? Oui, oui, moi je suis sérieux, moi, monsieur. Benito regarde le show, mais faut pas déconner, pas le kick-off. Hein. Alors que moi je suis obligé. Voilà. Non, mais en fait, j'ai regardé le kick-off jusqu'à deux de les boss Big Cass, et après, je me suis endormi. Et pour passer dans les coulisses, je me suis fait voler ma carte bleue, et comme je suis sur le WWE Network, j'ai fait opposition cette semaine, et comme par hasard, le prélèvement était aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu regarder le show sur le Ah, network. ça c'est bête. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas vu la fin du pré-show. Voilà, voilà. Que celui qui a volé la carte bleue de Rubelito se désigne. Et, Ou alors qu'ils mettent de l'argent dessus, parce que j'ai plus grand-chose. et on lui fera une petite powerbomb des familles. Ah, voilà. Bon, sinon, pour revenir sur le pré-show, en dehors des préoccupations financières de Rubelito, euh, ouais, mon petit Baron Corbin. Ah là là. J'hésite à chaque fois parce que ben, c'est un catcheur que quelque part au fond de moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais enfin vraiment 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 très très loin. Ouais, non, moi aussi j'aime bien. Il a une gueule, je trouve. Il Ouais. a un charisme naturel qui est assez cool. Et Qui en fait même presque temps, penser à Ryback au début, quoi. et en même temps, dès qu'il est là, j'ai tellement l'impression que c'est un déprimé de la vie que je ne peux pas m'empêcher. Bon, voilà. Mais le match en lui-même, il est pareil que Payback, quoi. C'est un bon match, mais rien de plus. Le seul truc, c'est que là, vu que c'était sans disqualification, ça lui permet de choper une victoire à Hill qu'il aurait pu choper sans qu'il y ait la disqualification. Il aurait suffi de faire ça dans le dos de l'arbitre, ça aurait été pareil. Euh, c'est juste que là, vu que c'était sans disqualification, bah, c'est une victoire qui n'est pas vraiment controversée, mais qui le sera quand même. Il y aura un troisième match entre Baron Corbin et Dolph Ziggler, et qui sera toujours dans le pré-show. Donc bon, au moins ça le fait gagner, mais est-ce que ça l'avance plus que ça? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? C'est ça la question. Absolument pas, je pense. Enfin, le mec a gagné la Battle Royale de André le Géant, mais Depuis, c'est un comme, peu la descente pour lui, quoi. comme, Il est arrivé très fort et puis ça descend petit à petit. ouais. Mais comme tous les vainqueurs de la bataille royale de André le Géant, hein, franchement, après, c'était pas forcément très glorieux. Il y a Cesaro qui remonte maintenant, mais enfin, ça date de 2 ans maintenant, sa victoire. Donc, enfin, il y a un laps de temps qui fait que tout le monde a oublié. Quelqu'un qui avait commencé très fort aussi, qui est vite redescendu, c'est Rousseff, mais peut-être que cette victoire du titre des États-Unis va le relancer face à Kalisto. Oui. Kalisto qui a vraiment eu un Non. règne de transition, je pense, on peut l'affirmer. Pierrot? Oh, c'est cruel, hein. Je trouve ça cruel. Parce que je pense pas je pense qu'il y aura un autre match. J'espère qu'il y aura un autre match. Mais c'est sûr que quand tu Pourquoi gagnes la t'en ceinture... redemandes un match aussi pourri? Ah, il était pas pourri, t'exagères. Ah si, ah si. Non, je trouve intéressant ce match. Bah, écoutez, attends, on va faire un truc. Sur le chat de YouTube, ils vont donner raison à un ou à l'autre. T'as genre 1 minute ou 30 secondes pour donner tes arguments. Après, c'est à moi et les gens, ils diront qui a raison de nous deux. Ah, alors qu'on D'accord? soit clair, Allez, commence. alors qu'on soit clair, je dis pas que ce match était excellent. Je dis que la confrontation a pas usé de tout son potentiel, mais qu'elle a montré des choses intéressantes, surtout avec le finish, qui est vraiment cool. Tu vois Rousseff qui blesse Kalisto et qui fait comme à la grande époque, c'est-à-dire qui lui met la soumission quand même. Et bon, c'est sûr qu'en dehors de ça, le match a été très classique, pas hyper intéressant non plus, mais enfin, ça reste quand même dans les standards de la WWE, ça reste quand même un match correct, quoi. Ça jamais, c'est pas un match honteux non plus, quoi. Tes 30 secondes sont finies, Pierrot. Bon, On va allez, c'est à passer moi. la parole à Roro. Alors moi, je pense que c'est un match, c'est pas honteux, on peut pas dire que c'est honteux, mais c'est un match qui a pas, qui sert pas du tout le titre des champions des États-Unis. Quand tu vois le match intercontinental qu'ils sont capables de fournir, tu te dis qu'il y a quand même d'autres catcheurs que les 4 qui font partie du match pour le titre intercontinental qui pourraient redorer le blason du titre par équipe, du titre champion des États-Unis, pardon. Surtout que John Cena, franchement, il a usé de trucs qu'il savait même pas faire pour lui redonner un lustre. Et là, franchement, que tu mettes Rousseff, Kalisto, Del Rio ou Sheamus, non, c'est ce qui est important, c'est la rivalité que tu fais autour. Là, il n'y a pas de rivalité, il y a rien. Le match, il est très oubliable. Kalisto, il fait pas le poids du tout pendant toute la durée du match. Il a 2-3 spots où il revient, mais franchement, non, pour moi, c'est vraiment à oublier. Et j'espère que Rousseff va vite perdre le titre et que
Voilà. Je sais pas, moi, il m'intéresse pas ce mec-là. Oh là là. Alors, donnez votre avis. Qui vous a le plus convaincu, les gars? Et à la fin de l'émission, le vainqueur aura son paquet de granola. Ouais, vas-y, je le laisse à Rubenito, y a pas de souci, moi je suis régime. Ouais, mais Benito est tombé dans le paquet de granola quand il était petit, donc Ah, c'est pas grave. Ouais. Ah, allez, Une petite blague de Allez. merde. Tu sais pourquoi Hitler il était pas mexicain? Parce qu'on Non. pouvait pas dire ay Pepito. gros, t'es en train de perdre. Ouais, je vois. Franchement. c'est sur cette blague pourrie qu'on va passer au match suivant, je pense. On va passer au main event, non? Je pense que cette blague, en fait, mérite que je gagne par forfait, quoi. C'est pas faux. Je me retire définitivement de l'humour. Le problème, c'est que le métier ne t'avait jamais accepté. Voilà. Alors, ce main event. Ce main event entre Roman Reigns et AJ Styles pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE, c'est un match forcément aux règles extrêmes avec Roman Reigns en tant que champion. Est-ce que vraiment AJ Styles avait une chance dans ce match? Est-ce que vous aviez un minime espoir de victoire d'AJ Styles, même avec l'aide du club, au Benito? Ah, bah moi oui, carrément. J'avais pas un espoir, mais j'avais plutôt un rêve scintillant dans le fond de mon cœur. Et pourtant, bah voilà, j'étais déçu. Mais ma déception n'a pas duré assez longtemps parce que ce qui s'est passé après le match a fait que j'ai retrouvé un petit sourire un petit peu narquois et un petit peu sournois. Et ce sourire de Seth Rollins, franchement, bah, c'était cool de le revoir à la WWE sur un ring après sa grave blessure. Et l'histoire qu'il a avec ce titre où bah, en fait il l'a jamais perdu, du coup il peut faire ce qu'il veut, il revient, il est légitime, il prend une pop de malade, voilà. Après pour en revenir au match en lui-même, franchement c'est assez solide. Hein. Le bashing de Roman Reigns c'est assez facile, mais je trouve que de pay-per-view en pay-per-view, il nous sort des prestations toujours un petit peu plus, je sais pas comment dire, toujours un peu plus complètes que la fois précédente. Là le dernier match contre AJ Styles, je l'avais trouvé déjà pas mal, Roman Reigns. Là, il a encore passé un cran au-dessus. Bon, bah, il est pas servi par son booking parce que la WWE nous l'enfonce dans la gorge de force. Mais le personnage en lui-même et le catcheur en lui-même, pour moi, il y a rien à redire. Il fait le taf, il est bon. Voilà, il accède au main event, il est champion. Il y a rien à dire. Franchement, aujourd'hui, qui tu peux mettre d'autre, franchement, à sa place? Il y a pas grand monde qui serait aussi légitime que Roman Reigns pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais Bah moi je l'aime beaucoup dans ce genre de match Roman Reigns parce que enfin c'est le mec enfin je trouve que cette position quelque part marche bien parce que du coup ça crée une haine terrible du public envers lui. Euh, du coup ça met extrêmement en avant un mec comme AJ Styles qui a eu en 2 matchs l'opportunité de prouver qu'il avait vraiment la carrure pour faire le main event de la WWE, pardon. Et enfin vraiment enfin, Jay Styles, il t'a sorti 2 matchs entre Payback et Extreme Rules qui sont vraiment excellents et d'un niveau nettement supérieur à ce qu'il avait proposé depuis son arrivée au Royal Rumble. Et enfin, je suis d'accord avec toi pour dire que Roman Reigns en tant que catcheur, il y a rien à dire. C'est quelqu'un de très propre, etc. C'est quelqu'un qui a malheureusement eu des soucis avec le booking. Et oui, je pense qu'une fois que tout ça se sera calmé, si ça se calme un jour, j'espère pour lui, je pense qu'il pourra se refaire une place tranquillement. Après, maintenant, des choses sérieuses arrivent pour lui, c'est-à-dire que Seth Rollins revient, il sera sûrement face à lui, malgré tout, malgré tout ce qu'il a pu faire. je suis pas sûr du tout, mais Moi, j'espère qu'il sera face, parce que, enfin, tout ouais, en moi gardant, aussi, mais tout en moi, je gardant la pense- même attitude, moi, c'est-à-dire c'est mon ah, mais titre. moi je pense que ça va faire comme avec la fête avec AJ Styles, quoi. Il y aura pas de Ouais, voilà. voilà. Je pense que ça Et- va rester un peu comme ça. De toute façon, Mais le fait qu'il utilise le pedigree, ça fait un petit peu toujours The Authority, quoi. ouais, voilà, mais bon, ça c'est parce que il Le peut fait plus qu'il avoir- place un pedigree à Roman Reigns, Ouais, ça mais fait un peu un revival de ce qui s'est passé avec l'autorité pour moi. il a plus d'autres finishes, hein, c'est dommage, mais enfin voilà, après, il a plus, peut-être qu'il utilisera le Phoenix Splash, je crois que c'est son autre finish, qu'il l'utilise pas parce qu'il était heal,
Mais est-ce qu'il va utiliser Phoenix Splash maintenant? Je sais pas. Mais enfin, en attendant, la rivalité, elle s'écrit tout seul là pour l'instant. C'est-à-dire que Seth Rollins revient, il n'a jamais perdu le titre, il est parti sur blessure. Il a dit que quand il reviendrait, il attaquerait tout le monde, que ce soit Roman Reigns ou n'importe qui soit le champion en titre. Il est revenu, c'est Roman Reigns, ça se construit tout seul. Et enfin, il est légitime, quoi. Dans l'esprit du public, il va être légitime et c'est ça qui va faire que les gens vont l'encourager malgré le fait qu'il était hué en partant, quoi. Et du coup, enfin voilà, ça s'écrit tranquille. Mais quand même, parce qu'il y a eu un match, je trouve que la stipulation a été très bien utilisée aussi. D'arriver jusqu'à la zone où les mecs font l'analyse du show avec Jerry Lawler et Renee Young, tout ça, etc. C'était pas mal. Personne l'avait encore fait, donc du coup, c'est toujours bien. Et moi, je m'attendais à ce qu'il casse la table en verre, mais ça n'a pas été fait. Elle a l'air solide. Enfin, Ouais, justement, c'était pour ça que je m'attendais à ce que ça casse. ouais, elle a pas l'air très safe au niveau. Enfin, vu que AJ Styles a un peu mal au dos apparemment en ce moment et tout, je pense que c'était pas très serein Enfin, il était pas très serein pour faire ce genre de spot. Enfin, il y en a eu quand même. Hein. Ils ont détruit 2 tables, ils ont détruit un petit peu de barricades. Après l'arrivée du club, il y a eu des near fall de ouf, quoi. Les mecs, enfin, AJ Styles, il s'est dégagé tellement de fois à 2,9, quoi, un truc comme ça. C'est Ouais, à peu fou, près, quoi. ouais. Enfin, ce match, il m'a rendu fou. Déjà parce que j'avais un espoir fou et vain que AJ Styles gagne ce match quelque part, par un quelconque miracle. Et en même temps, je savais qu'au final, il y aurait un spear de Roman Reigns pour un peu fermer ma gueule. C'est à la fois un peu too much sur les bords et à la fois c'est nécessaire pour que ça passe de ouf, quoi, que ça fasse un match énorme, quoi. Et le match l'a été. Le match a été très très Ouais, bon. ouais, moi, le match, il est un petit peu en dessous du Fatal 4-Way, mais il est quand même assez impressionnant, moi, je trouve. Oui, c'est Je clair. suis assez fan de ce style de construction de match-là, quoi. Il Pareil. y a pas vraiment, moi, j'aime pas quand il y a une longue domination d'un des deux et que l'autre reprend le dessus. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est vraiment partagé, il n'y a pas de domination, c'est vraiment à toi, à moi, j'aime bien, quoi. C'est ce qui fait que ça me plaît, ce match-là, c'est ce qui fait qu'il me plaît, quoi. Il y a pas de spot enfin, il y a des spots sympas, il y a pas de spot incroyable, mais il y a pas il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a une magie qui opère entre les deux. Et j'aurais bien re-signé pour voir un troisième, quoi, même. Je suis d'accord. À ce Tant pis. niveau-là, un troisième, j'aurais bien aimé, mais bon. Voir si AJ Styles essaye de revenir encore dans la rivalité. Hein. Il est peut-être pas foutu, mais bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il fasse pas Bah, juste. il aurait pu, si Seth Rollins l'avait fait perdre, par exemple, ou s'il l'avait frappé, enfin, je sais pas, peu importe. Mais là, non, pour moi, ils ont exclu Seth Rollins, ils ont exclu AJ Styles grâce à Seth Rollins, quoi. Par contre, si tout va bien, je fais de AJ Styles mon favori pour le Money in the Bank. Je pense que sur un an, construire autour de lui pour plus tard le mettre champion de la WWE, c'est vraiment une très très bonne idée. Enfin, ce serait une très bonne idée et j'espère qu'il va gagner le Money in the Bank. Je pense que ce serait le meilleur candidat. Moi, je vois bien Hill, mais je sais pas qui encore. Lui ou Kevin Owens pour moi. Voilà. Voilà, moi, je voyais Kevin Owens, ouais. Nos chroniqueurs font du fantasy booking déjà. Ouais, On n'est c'est pas vrai. encore Money in the Bank, mais ça Ah, c'est dans 3 semaines, hein. pronostic. Désolé, hein, j'ai ma partie de WR qui chauffe là. Fallait que j'en fasse un petit peu Évitez, part. évite d'utiliser trop Kevin Owens dans les shows. Hein. Ne le fais pas rentrer 3 fois dans la Oui. soirée. Promis. Je pense qu'on va pouvoir élire les MVP et LVP de la soirée, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur ce main event. Non, moi, c'est bon, hein. On sait jamais. Hein. Tu prends toujours du rab à la cantine, tu peux encore prendre du rab sur le débat. Hein. Non, Donc, non. Après, non. Je trouve que, il n'y a pas de débat puisqu'on est d'accord. c'est vrai, Exactement. pour une fois. Donc le MVP de la soirée, le meilleur Ah, de la soirée. j'hésite, hein. J'hésite. C'est ou Cesaro ou AJ Styles pour moi le MVP. Mais ouais, je mettrais Cesaro pour moi. Parce qu'il est le taulier du meilleur match de la soirée, donc ça peut pas être autrement. Moi, je vais mettre AJ Styles parce que je l'ai. Parce que tu dis pas comme moi et que voilà. Non, non, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son match.
que j'ai vraiment été derrière lui pendant ce match-là et du coup, enfin, j'ai eu moins ce sentiment-là sur le titre intercontinental, aussi bon soit-il, tu vois. J'ai eu moins eu ce sentiment Ouais, d'être, t'avais moins de parti pris en fait. ouais, voilà, j'ai eu moins un parti pris et du coup, peut-être moins de feelings, tu vois. Et du coup, là, je me dis que AJ Styles, je vais le mettre enfin, ce sera mon MVP à moi. D'accord. Non, non, mais après, il est légitime en MVP. Hein. On va mettre les co-MVP de la soirée. Voilà. Les LVP, le pire de la soirée, Pierre. Euh, ah là là, c'est dur. Trou pique-nique douille, c'est toi non douille. Charlotte. Ah, moi, Kalisto. Parce qu'à aucun moment il a paru comme un champion dominant, enfin en tout cas un champion capable de défendre son titre. Donc au pire, Dominant. non mais au pire il perdait sur blessure et au mieux il a perdu sur soumission. Donc aucun intérêt pour moi. Et du coup, votre match préféré de la soirée? Bah, le Fatal 4-Way. Pareil. On est trop d'accord, c'est pas Eh, bon. voilà quoi, c'est Fatal Franchement, 4-Way. je pense Il n'y a que pas de débat. vous allez Tu vois, finir la soirée ensemble. J'ai jamais vu un Ouais. podcast qui était aussi d'accord. Ouais. ça fait peur. Non, mais ça sent le heel turn d'un des deux là dans pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai dit Comment toi? escroc. Et du coup, bah, maintenant les notes, hein. Votre note sur le pay-per-view, on va commencer par Pierrot. Oula, fou. Franchement, niveau note, j'ai beaucoup de mal à le juger ce pay-per-view. Parce que, enfin, c'est un de mes problèmes que j'ai avec, c'est-à-dire que j'ai pas un sentiment défini, tu vois. Mais bon, vu qu'il faut noter, j'avais mis 7 à Payback, je vais mettre 7 à Extreme Rules. Pour moi, c'est sur la lignée, les matchs sont pareils. Payback avait eu ses défauts, Extreme Rules a les siens. Je vais mettre 7 sur 10 aussi, quoi. Ça reste quand même un bon pay-per-view. Moi, je vais mettre 6,5 parce que il y a un match enfin, il y a deux matchs qui me déçoivent vraiment sur lesquels j'avais des attentes. C'est le match féminin et le match, l'Asylum match. Et, du coup, enfin, quand t'as quatre noms comme les quatre qui participent à ces deux matchs-là, t'as pas le droit d'être aussi décevant. Et moi, pour moi, voilà, ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Ouais, je sais pas. C'est comme ça. 6. Du coup, ça fait une moyenne très très dure de 6,5. Non, 6,25. Ah non, 6,5, pardon. Du coup, tu donnes pas de note, toi, Vince? Non, non, moi, comme j'ai Bah, pas mets vu. 6,5, au moins t'es tranquille. Ouais, voilà, je vais mettre 6,5, Attends, on va dire. attends, j'ai donné 7 moi. Ouais. Oui. Et moi, 6. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai rien dit. J'avais entendu 6,5, je suis désolé. J'ai peut-être dit 6,5, ouais. Pas grave. Dans tous les cas, c'est au-dessus de Donc, 6. Ça, ce sera fourchette. au monde, ce pay-per-view. Une fourchette entre 6,5 et 6,75, voilà. Je crois que j'ai commencé mon propos en disant 6,5 et j'ai fini par 6. Il me semble. Le pay-per-view, il a perdu un demi-point en 30 secondes. Si on en parle encore un quart d'heure, je mets 3. Ou Benito l'indécis. Du Et coup, l'indécent, surtout. il nous reste encore quelques minutes avant qu'on dépasse l'heure du podcast. Je voudrais parler un petit peu du départ de Cody Rhodes, si vous voulez bien, qui a demandé la libération de son contrat. Est-ce que c'est un véritable gâchis? Est-ce que il n'avait pas le niveau pour le main event? Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, il est parti pour des raisons totalement créatives. Les bookers n'avaient rien pour lui et n'acceptaient pas ses idées. On va commencer par Benito sans faire trop longtemps parce que nos Non, non, auditeurs bah, n'ont pas eu après la moi, permission de minuit. non, pour moi, Cody Rhodes, en Stardust, en tout cas, il pouvait pas aller plus haut que ce qu'il était. Mais à l'époque, il a eu une bonne époque lors de sa rivalité, notamment avec Damien Sandow, ou même quand c'est la rivalité où il se fait virer, il revient contre le Shield avec son frère. Non, non, franchement, non, non, il a eu des très très bonnes périodes. Et pour moi, oui, c'est un petit peu du gâchis parce qu'il aurait mérité quand même à une époque à toucher au titre suprême à l'époque où ils étaient séparés, qui lui, il était plutôt à SmackDown. Je pense qu'il aurait mérité de toucher au moins une fois au titre suprême. Il n'est pas passé loin à l'époque du Money in the Bank où Damien Sandow l'emporte. C'était quand même, enfin, il était quand même très proche. Il était favori du match, donc il était plutôt, on va dire dans un title picture, mais finalement non, ça n'est pas arrivé pour lui. Et c'est quand même un gâchis quoi.
Et dans le ring, il était très très bon. Il est apparemment adoré dans les vestiaires. Il a sa famille qui bosse là-bas. Enfin, non, pour moi, il y a moyen, il y avait moyen de continuer avec lui, quoi. Mais pas en Stardust. Pierrot. Ben, pas en Stardust, je crois qu'il part justement parce qu'il voulait revenir en tant que Cody Rhodes et que jamais que les bookers l'ont pas laissé faire. Je suis d'accord pour dire qu'il aurait peut-être eu sa chance. Après, je l'ai jamais vraiment vu comme une star potentielle totalement. C'est-à-dire, pour être honnête, quoi, c'est le mec, je le voyais comme un upcarder solide, un mec qui allait pas mal traîner autour des titres secondaires. Et ouais, gratter une fois le titre majeur, mais sans plus, quoi. Et c'est dommage, le mec a clairement du potentiel, hein, c'est clair et net. Il a fait tellement de styles différents. Ouais, C'est-à-dire, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de catcheurs aujourd'hui qui sont capables de faire autant de personnages et de gimmicks différentes en étant crédibles à chaque fois. ouais. Et même Stardust, hein, quelque part, il y avait ajouté un côté cheesy, type vilain de comics, qui était très intéressant à voir. Et il essayait de tirer le meilleur parti de chaque personnage qu'il a eu entre les mains, que ce soit Dashing et Undashing Cody Rhodes. Pour moi, c'était sa meilleure période, Pareil, N-Dashing. pareil, Dashing ou Undashing, moi les deux m'avaient plu, donc voilà. La rivalité avec Rey Mysterio aussi était très bonne. Globalement, je pense que c'est un mec, ouais, qui aurait mérité mieux, quoi, globalement. C'est dommage de le voir partir comme ça. Et sur les récents départs, on va dire qu'il y en a deux, trois où c'est le même cas, hein. C'est-à-dire, tu regardes Damien Sandow, c'était mal utilisé aussi. Wade Barrett aussi, même si là, peut-être un peu moins fan du in-ring, mais ça reste quand même quelqu'un qui avait du potentiel. Et, enfin, voilà, quoi. C'est dommage. Ça fait partie des occasions manquées de la WWE. Ouais, mais là, pour le coup, je pense pas que Cody Rhodes part vraiment fâché avec Vince McMahon et que dans un avenir plus ou moins proche, il pourra revenir sans aucun problème si l'envie lui prend, quoi. Non, et je pense que Enfin, dans son message, l'intention était claire de plutôt partir sur la scène indépendante. Et je pense que le mec va finir au Japon. Je sais pas pourquoi je le sens partir vers la NJPW ou faire pas mal de scènes indépendantes. Je crois que d'ailleurs il avait fait une photo avec Joey Ryan récemment et ça peut annoncer des trucs rigolos, quoi. En tout cas, on verra ce que l'avenir réserve à Cody Rhodes et aux autres superstars qui ont quitté la WWE. Nous, on va quitter le podcast parce commence à se faire tard et, et donc on a quelque Ruben- chose qui nous attend dans pas longtemps, quoi. On peut pas vraiment en parler, mais on peut le dire un petit peu, quand même. on peut dire que prochainement, vous allez retrouver une interview sur iTunes, sur Wrestlers Radio. Vous pouvez écouter nos émissions sur iTunes, c'est sur notre chaîne YouTube. On vous ne dit pas qui est notre invité puisqu'on attend quand même que ça se fasse. On sait jamais les problèmes techniques, tout ça. Et puis c'est une interview internationale, donc il y aura du travail derrière avec les sous-titres. Mais on peut vous dire que c'est une grosse interview. Et on va aussi vous rappeler que Money in the Bank, c'est dans moins d'un mois, c'est dans 3 semaines. C'est le 19 juin, donc on vous retrouve le 20 à 22h30 à la même heure, avec sûrement encore Pierrot, encore Rubenito, les mêmes, qui... Ah merde. Ah oui, c'est ton contrat, tu dois faire au moins 6 podcasts dans l'année. C'est comme Brock Lesnar. Il va y arriver à si celui. Le problème, c'est qu'après, il faut le payer, quoi. Donc, Ouais. c'est Ouais, pas ça très va, en grave. pépito, ça coûte pas cher. Ouais, mais tout coûte cher. Tu manges beaucoup de pépitos. Du coup, on vous dit à bientôt pour nous écouter pour Money in the Bank et d'autres podcasts entre deux. Et je vous dis bonne soirée, messieurs, et bonne soirée, évidemment, à nos auditeurs. Salut à tous. Bonsoir, à bientôt. Moi, j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, coach, écoute Ressos Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi fais-le aussi. Écoute Ressos Radio.